Ravi de vous retrouver pour vous partager les différentes perturbations terrestres. C'est le chapitre le plus important pour la géobiologie qui, comme je vous l'ai dit en introduction, se décompose en plusieurs domaines. Et le domaine le plus primordial en géobiologie, c'est vraiment les perturbations terrestres qui peuvent se trouver autour du globe et qu'on retrouve partout dans toutes les zones terrestres, qu'elles soient construites ou non construites. Donc il y a différentes perturbations. Pour les repérer, vous utiliserez soit le pendule, soit vos mains et votre corps, soit vous pouvez utiliser aussi ce qu'on appelle un poisson en géobiologie que l'on oriente pour savoir si on est dans des perturbations. On peut utiliser pour l'eau aussi des baguettes. Moi, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de vous équiper d'un pendule simple et le reste du temps, vous pouvez faire avec vos mains pour commencer. Tout d'abord, les perturbations terrestres sont composées de réseaux. Vous avez dû peut-être en entendre parler. On parle du réseau Hartmann, du réseau Curie. Ce sont les deux plus connus. Il y en a beaucoup d'autres. Je vais vous présenter les deux là parce que c'est les deux premiers que l'on traite et vous présenter le réseau sacré qui, comme son nom l'indique, est un lieu de haute énergie, au contraire des réseaux Hartmann et Curie qui, eux, vont pomper l'énergie, la faire descendre. Donc, la Terre est parcourue par ces flux énergétiques, c'est organisé dans des sortes de quadrillages qui sont superposés, connectés et qui se superposent donc l'un à l'autre. C'est pour cela qu'à certains endroits, je vous parlerai de points étoiles où plusieurs réseaux peuvent se regrouper et donc vous pouvez même avoir des perturbations où on a plusieurs réseaux qui se croisent mais aussi en plus d'autres perturbations terrestres. Donc je vous dis pas, ça s'accumule et donc plus il y a de perturbations à un endroit, plus l'énergie va être faible, négative et plus elle va pomper toute votre énergie et pouvoir créer potentiellement des pathologies assez graves. Donc tout d'abord le réseau Hartmann. C'est le plus connu, il est orienté nord-sud, est-ouest. On le trouve environ tous les 2 mètres quand il est nord-sud, environ tous les 2 mètres 50 quand il en est est-ouest. Il fait environ 21 cm de largeur. Il parcourt le globe, donc il faut bien vous imaginer, vous voyez, nord-sud, est-ouest, sachant qu'il n'est pas toujours, là je vous montre vertical, vous voyez, dans certaines pièces, au lieu d'être vertical comme ça, bah, ça se peut que tous les réseaux soient un peu orientés comme ça ou qu'ils puissent être distordus parce qu'il y a un objet qui va être là ou une autre perturbation qui va le pousser un peu, donc il peut être légèrement distordu, mais en général c'est assez droit. Sachez que quand je vous parle de tous les 2 mètres, ça c'est quand on est au sol. Si on habite un appartement en étage, il faut savoir qu'à partir du 3e, 4e étage, les réseaux sont doublés. Et donc imaginez-vous que vous habitiez dans une tour. J'avais comme ça une cliente espagnole qui habitait à Madrid, elle habitait au 18e étage. Autant vous dire que Magda vivait déconnectée de la Terre, ça c'est sûr, elle n'était plus du tout ancrée en Terre, mais il y avait d'énormes perturbations parce que les réseaux sont multipliés. Donc quand on a fait un cours de géobiologie, elle se rendait bien compte, bah, quoi qu'elle fasse dans son appartement, c'est impossible d'avoir son lit sans réseau parce que ça se peut que généralement dans ces étages aussi élevés, il va y avoir des réseaux tous les 30 à 40 cm. Donc vous avez un réseau ici, un réseau là. Donc vous voyez, elle ne peut pas dormir dans un étage élevé avec ces réseaux qui sont multipliés et multipliés. Donc ça, c'est vraiment quand je parle au sol du réseau Hartmann. Donc vous avez des réseaux comme ça, donc vous imaginez, vous voyez là, quand ils se croisent, là on a déjà un point et étoile qui peut se former que avec le réseau Hartmann. Également, le deuxième réseau qui est le plus important, c'est le réseau Curie, d'après le scientifique allemand qui l'a découvert dans les années 50. Alors, le réseau Curie, lui, il est orienté en diagonale du réseau Hartmann. Il fait environ 40 cm de largeur. On appelle ça les murs qui font environ 40 cm de largeur et on le trouve tous les 3 à 4 mètres, voire tous les 8 mètres, suivant les endroits du globe. Quand on passe au-dessus d'un réseau Curie, généralement, si on est sensible, on va sentir une chaleur, une inflammation, une gêne et la vibration, bien sûr, est plus basse. Ce qui va créer surtout une grosse perturbation, c'est quand on a ce réseau Hartmann nord-sud, est-ouest, ce réseau Curie qui passe comme ça. Si vous arrivez à un croisement de tous ces points, on appelle ça le point
Étoile, c'est un croisement de réseau Hartmann, Curie, voire parfois d'autres perturbations qui peuvent s'y ajouter, comme les failles, les cours d'eau, etc., etc. Donc, il faut jamais dormir sur un point étoile ou jamais travailler ou jamais vous poser très longtemps sur votre point étoile. Pour mesurer vos réseaux, on le fera dans une vidéo ultérieure, mais généralement, moi, je le sens. Par exemple, là, je suis à mon bureau, j'ai mis mon ordinateur et mon siège dans une zone neutre. Je sais que quand je pousse là, vous voyez, là, je sens une résistance à ma droite. Là, je sais que j'ai un réseau qui passe là. Ça me fait quoi? Ça me fait un fourmillement. On appelle ça tingling, ça picote. C'est un peu chaud. Donc voilà, j'en ai un ici. Ah, là, j'ai rien. Vous voyez, ça peut aussi bouger et se peut que, il bouge au fil des semaines et des mois. C'est pour ça que vous pouvez faire venir aujourd'hui un géobiologue, il va tout rétablir, mais peut-être que dans 6 mois ou un an, vous sentez que ça marche plus très bien. Il faut parfois le faire parce que les réseaux ont légèrement bougé. Et aussi, il faut savoir que la technique que je vais euh, pardon, vous enseigner de les pousser, c'est-à-dire on prend ses mains, on pousse le réseau, on demande à pousser le réseau dans le mur suivant pour pas qu'il nous gêne. On fait comme ça marche parfois, mais moi j'ai remarqué que ça marchait de moins en moins. Parfois il faut le refaire tous les jours pour que ça marche. Donc c'est un travail à plein temps. C'est pour ça que je vous dis, essayez d'éviter souvent les perturbations. C'est un peu compliqué de vouloir tout rééquilibrer. Parfois il faut juste ne pas se mettre dans le réseau. Là j'ai poussé mon voilà. Et là, je les voyais. Donc, il me reste, vous voyez, là, je tends les bras. Peut-être vous ne voyez pas la longueur de mes bras, mais vous voyez, j'ai cet espace neutre pour pouvoir travailler dans mon salon, me mettre dans un espace neutre et ne pas être dans des réseaux qui me pompent mon énergie. Et à ça s'ajoute aussi dans la maison une faille, un cours d'eau. Donc, bien sûr, ben voilà, on a mis des choses où on faisait que passer. Je ne peux pas mettre mon bureau n'importe où dans la pièce ou ne pas mettre partout. Aussi les canapés dans ces endroits, etc. Donc parfois, ça devient compliqué quand vous avez plusieurs perturbations dans une pièce de pouvoir, bien sûr, l'équilibrer. Quoi qu'il en soit, ça c'était les réseaux. Maintenant, les failles. Les failles, c'est quoi? On peut appeler ça des fractures géologiques qui vont en profondeur. Vous pouvez appeler ça trou, ravin, crevasse, quel que soit le nom que vous lui donnez. C'est un trou dans la terre. Ça va créer des ondes telluriques qui vont être négatives pour votre santé et la faille, c'est ce genre de fissure qui va être souterraine pardon, et qui va émettre un rayonnement gamma. La faille, si elle est dite sèche, il n'y a pas d'eau, donc ça c'est une perturbation qui est plus ou moins grave, mais qui est grave. Si elle devient humide parce qu'il y a de l'eau en dessous, ça c'est vraiment une perturbation grave et donc on ne peut pas stationner sur une faille humide et je vous conseille pas, même en rééquilibrant, on arrive rarement à ramener l'énergie à zéro. Dans tous les cas, c'est pas un endroit positif pour être, même une fois que c'est équilibré. Donc il faut les éviter au maximum. Ces failles, elles peuvent faire quelques mètres de longueur à plusieurs kilomètres. Et en largeur, pareil, elles peuvent faire de quelques centimètres, peut-être 5 centimètres de largeur, à plusieurs mètres de largeur. Ce sont les failles, ce sont des crevasses dans la terre. Et en plus, elles peuvent même avoir des ramifications et des bras. Ça, généralement, je ne l'ai jamais vu dans une maison. Généralement, vous avez une faille qui passe comme ça dans un endroit de la maison. Donc, vous voyez, si vous voulez faire construire, c'est absolument essentiel de faire votre analyse géobiologique. Moi, je l'ai fait pour un terrain pour lequel on a soumis un permis de construire et qu'on n'a pas construit finalement. Mais l'architecte s'était placé à 3 mètres de la route, ce qui était logique parce que la plupart des gens faisaient ça pour garder un grand jardin. Nous, on l'a fait décaler pour qu'elle descende à 5 mètres de la route. Pourquoi? Parce qu'il y avait cours d'eau plus faille dans cette entrée. Et au début, on avait réussi à mettre des toilettes, des zones d'entrée, mais il y avait déjà aussi une des chambres qui était située là, donc c'était impossible. Donc on a fait avancer. Vous voyez, quand vous faites avant le permis de construire, c'est beaucoup mieux que lorsque c'est déjà construit pour déplacer ensuite des perturbations. Donc pour rééquilibrer une faille, vous pouvez utiliser, si vous le souhaitez, des coquilles Saint-Jacques, mais vous imaginez si c'est au milieu d'une pièce, bah, vous allez avoir vos coquilles Saint-Jacques sur le sol. On met toujours la face bombée au-dessus et le creux vers le sol pour dégager une bonne énergie ou rééquilibrer l'énergie.
Déjà, il faut savoir calculer combien de coquilles Saint-Jacques il vous faut. Ensuite, il faut éviter que cette faille, elle soit au milieu de votre salon, sinon c'est plutôt embêtant. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez utiliser alternativement du fil de cuivre et dessiner des omégas. Mais pareil, si vous n'avez pas un tapis pour le couvrir, ça va être plutôt embêtant. Donc vous voyez, tous les remèdes qu'on peut vous proposer, c'est assez embêtant s'il y a le sol. Et je sais qu'à une époque, je faisais ça de mettre des remèdes par terre. Après, vous voulez passer l'aspirateur, etc. en dessous de votre lit. Je vous dis pas, vous voyez, c'est jamais très très propre et c'est compliqué à nettoyer d'avoir tous ces remèdes, même si c'est caché par un meuble au-dessus. Donc, la conseil, comme toujours, c'est éviter les perturbations. Et donc, pour sentir la faille, vous allez mettre vos bras et la sentir avec vos mains. Vous pouvez utiliser aussi un poisson, ce qu'on appelle un poisson, pour vous orienter, pour vous montrer le début de la faille, mais les mains généralement suffisent. Autre perturbation qui est assez proche de la faille, c'est le cours d'eau. Le cours d'eau, c'est un passage d'eau nocif qui est en dessous de votre maison. Souvent, lorsque vous dites ça, que vous voulez faire construire, l'architecte vous dit non, il n'y a pas de conduite d'eau qui passe juste là, ou il n'y a pas de rivière juste en dessous de votre maison. Ils ne peuvent pas le voir parce que c'est pas à quelques mètres que se situe le cours d'eau. Il est bien plus profond. Parfois, il est juste en dessous de la maison et c'est une rivière. Mais parfois, il est vraiment très très loin. Et même si vous avez fait une étude avec un géomètre et que vous avez percé 2-3 mètres en dessous le sol, vous n'allez pas trouver votre cours d'eau. Donc c'est pour ça que parfois, il y a une incompréhension avec les architectes qui, la plupart, ne sont pas formés à la géobiologie parce qu'ils vont vous dire non, qu'il n'y a pas dans les plans, qu'il n'y a pas de conduite d'eau ou qu'il n'y a pas de rivière sous la maison. Si vous sentez le cours d'eau et que vous l'avez détecté avec votre pendule, dans les perturbations et qu'en plus vous le sentez clairement, il y a un cours d'eau. Et donc ces cours d'eau peuvent être petits, ils peuvent être étroits, larges, ils peuvent avoir différents bras, ils peuvent être en profondeur ou non. Cette eau, ça crée de la fatigue persistante, ça crée de la dépression. État dépressif, vous avez des maisons par exemple, on a découvert certaines maisons, les habitants de ce lieu se sont tous suicidés les uns après les autres. Ça peut être bien sûr dû par exemple à des entités, des perturbations spirituelles, mais c'est souvent dû à l'eau qui est en dessous et qui aspire les gens et qui leur pompe toute leur énergie. Je sais que j'habitais un appartement comme ça, on avait un cours d'eau, un gros cours d'eau au milieu de la maison, ça passait à travers le salon et la chambre, donc autant vous dire que c'était un enfer, même rééquilibré, l'énergie n'y était pas bonne. Et également dans cette eau souterraine, il y a aussi ce qu'on appelle les esprits des eaux. Ça vous fait faire des cauchemars horribles, on appelle ça les esprits, les sirènes des eaux, c'est un terme synonyme. Ce sont des esprits qui sont dans l'eau, donc c'est pour ça qu'il faut éviter de dormir au-dessus parce que bonjour vos cauchemars, vous allez passer des nuits horribles, surtout si vous êtes sensible. Et pour sentir ces cours d'eau, vous allez le sentir avec votre corps. Nous allons y revenir dans une vidéo ultérieure. Autre perturbation, les cheminées cosmotelluriques, ça c'est un truc horrible, j'aime pas en parler. C'est des entités du monde éthérique. Les cheminées, en fait, disent, elles, qu'elles sont là pour aider les enfants. Elles adorent les enfants, donc c'est pour ça que vous en avez souvent dans les chambres d'enfants, vous en avez souvent là où il y a des réunions d'enfants, des crèches, des écoles, etc. Bien sûr, elles ne sont pas là pour aider les enfants, elles sont là pour leur pomper leur énergie et vider l'énergie. Donc il faut pour le coup, les cheminées sont du monde éthérique, sont du monde spirituel. Donc ça, vous avez autorité et vous pouvez les décaler. Ce qui est difficile à équilibrer, ce sont les perturbations terrestres. Mais les perturbations spirituelles, énergétiques, c'est beaucoup plus facile parce que vous pouvez les pousser. On les dit cosmotelluriques. Pourquoi ? Parce qu'elles sont aussi bien implantées dans la terre que dans l'air, que dans le ciel. Elles peuvent aller à plus de 100 mètres au-dessus du sol et en dessous du sol. Elles ont un noyau sous le sol et après elles s'ouvrent un peu comme une fleur, comme une corolle de fleurs à son sommet. Elles font entre 2 et 30 mètres de diamètre, c'est énorme. Et la particularité de ces cheminées, c'est qu'elles ont des genres de bras, vous voyez, c'est des bras comme ça, et ça tourne en permanence. Il y a un gros noyau, le noyau il fait environ 80 cm,
ouais, 60 à 80 cm de diamètre. Après, il y a toute la cheminée et après, elles ont ces bras qui tournent en permanence. Donc, c'est pour ça que ce sont des entités qui vont vous pomper l'énergie. Il faut absolument les pousser et vous en séparer. Et surtout, elles vivent toujours en général par paire. Vous en avez une grosse, une plus petite à côté. Et donc ça, il faut vous en séparer absolument. Dernière chose dont je voulais parler comme perturbation tellurique, c'est le radon. On le trouve dans certaines régions, pas toutes. Généralement, vous le savez, quand vous achetez une maison, un appartement, s'il y a du radon et il y a des tests qui sont effectués avec les diagnostics énergétiques. Le radon 222, c'est la principale source d'exposition à la radioactivité à laquelle l'homme est exposé parce c'est un des seuls descendants de l'uranium à être gazeux. Et il s'échappe souvent dans des sous-sols qui sont volcaniques ou granitiques. C'est dans les régions granitiques. Je sais que j'habitais dans le nord-est de la France. Il y avait du radon là-bas. Dans le sud de la France, on le trouve beaucoup moins. Et donc, il peut s'infiltrer dans une maison par des planchers en terre battue. Ça peut être par des fissures dans les murs, même dans les planchers en béton si les joints ne sont pas bien faits. On peut les trouver depuis les sous-sols, etc., etc. Il traverse assez facilement les murs et donc on peut aussi le trouver dans des puits, dans l'eau des puits. Il peut être libéré par le puits dans la maison ou dans l'air autour. Donc il faut le faire mesurer, c'est avec des diagnostics énergétiques. Pareil, le radon, on ne rééquilibre pas, on n'habite pas, enfin s'il y a un souci, on n'habite pas. C'est un peu comme si vous avez une contamination à l'amiante dans la maison ou autre, vous voyez, vous n'habitez pas la maison. Là, c'est pareil pour le radon. Dernier réseau dont je veux parler, là c'est le seul qui est positif, c'est à peu près la seule chose positive que vous allez trouver dans le côté positif, c'est le réseau sacré. On l'appelle réseau de Parée ou réseau sacré ou réseau solaire. Et généralement, toutes les cathédrales au XIIe, XIIIe siècle, au Moyen Âge, les Templiers, les cathédrales, tout a été construit sur ces réseaux sacrés qui traversent la terre et vous pouvez en avoir sur votre terrain. Je vous déconseille d'y mettre votre lit parce que l'énergie il sera très très élevée, très très bonne, mais très très élevée, donc vous ne pourrez pas dormir. C'est plutôt un endroit ou alors un croisement de réseaux sacrés. On va mettre un bureau pour créer un atelier d'artiste, etc., etc. Ça, c'est la meilleure façon de pouvoir l'utiliser. Bien sûr, c'est bon d'avoir un réseau sacré sur son terrain ou sa maison. Pardon. Donc, généralement, pour voir les perturbations, vous pouvez utiliser une grille comme celle-ci. Vous le faites avec un pendule pour voir ce qu'il y a là. Là, dessus, vous allez voir, il y a d'autres choses dont je n'ai pas parlé. Par exemple, une décharge d'ordures, un cimetière. Ça peut être, là ils mettent citerne, réservoir, donc en tous les cas c'est de l'eau, il ne faut pas être dessus, charnier. Souvent vous achetez un terrain, et ça je l'ai vu à de multiples reprises, vous achetez souvent au-dessus de cimetières, ou vous achetez là où il y a eu une bataille des guerres et il y a plein de morts en dessous. Il faut imaginer que si vous avez acheté un terrain au XIIe, XIIIe siècle ou même avant, il y a pu avoir des guerres, il y a pu avoir des batailles et donc il y a encore la mémoire et l'information dans le lieu. Là, ils mettent même égouts, donc voilà, vous pouvez avoir des égouts, c'est jamais bon d'être au-dessus des égouts, bien entendu. Donc ça, vous pouvez le mesurer avec le pendule en regardant, tiens, est-ce que dans ma maison, j'ai une cheminée cosmotellurique? Ah bah tiens, ça me dit oui, vous voyez, je l'ai fait il y a peut-être quelques semaines, mais c'est revenu. Donc il faut que je vérifie, est-ce que j'ai un cours d'eau souterrain? Oui. Une faille sèche? Oui. Une faille humide? Non. Est-ce qu'il y a du radon? Non. Une décharge d'ordures? Non. Vortex? Charnier? Non. Vous voyez, ça tourne? Non. Je peux le faire comme ça, enfin là c'est plus difficile, hein. Gardien du lieu? Non. Est-ce qu'il y a un cimetière? Non. Une fosse septique? Non. Des égouts? Est-ce qu'il y a des mémoires du lieu? Non, Dieu merci. Est-ce qu'il y a un réseau sacré? Non. Est-ce qu'il y a des entités? Non. Est-ce qu'il y a une cheminée cosmotellurique?
Oui, vous voyez? Donc la cheminée, ça c'est à refaire souvent. Donc là, elles seront par deux. Donc je vais aller mettre mes mains. Je vais commencer par ma chambre et la chambre de ma fille. Généralement, je vais les trouver là. Et ce que je vais faire, je vais les pousser dans un endroit où il n'y a pas de voisins. Soyez gentils, l'envoyez pas chez votre voisin. C'est pas très sympa. Donc voilà pour toutes les perturbations que vous pouvez rencontrer.